Juste, puisque vous siégez tous les deux au Haut Conseil de la Famille, Jean-Yves Delannoy, Bernard Tapper, j'ai l'impression que le Haut Conseil de la Famille, c'était un organisme plutôt policé. Bon, comment on explique ce cafouillage finalement où la quasi-totalité, une grande majorité en tout cas, des membres du Haut Conseil de la Famille, finalement se sont démarqués de la proposition de M. Fragonard, qui préside même justement, qui préside cette institution? Écoutez, il y a eu des claquements de porte, il y a eu des... Non, comment c'était hier soir? Je crois qu'il faut remettre ça, je dirais... L'ordre du jour du Haut Conseil de la Famille, c'est pas M. Fragonard qui le détermine, c'est le Premier ministre. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que jusqu'ici... Le Premier ministre vous a demandé de trouver des pistes pour combler le déficit de la branche famille. Ce qui s'est passé, il y a 2 mois, c'est que moi je siège au Haut Conseil de la Famille depuis le début. Donc pendant plusieurs années, on prenait notre temps pour étudier les choses. Là, l'ordre du jour étant la diligence du Premier ministre, le Premier ministre a décidé fin janvier, par une lettre de mission que j'ai ici, de dire qu'il fallait réagir dans un temps contraint. Et donc, on a été obligé de discuter à une vitesse grand V, ce qui, bien évidemment, est difficile pour un système complexe, parce que jusqu'ici, on parlait des allocations familiales, mais en réalité, la politique familiale, c'est... la politique fiscale, c'est la garde d'enfants, etc. Tout à fait, ce que vous disiez tout à l'heure. Mais simplement, Jean-Yves Delannoy, finalement, quelque part, c'est un pied de nez, un échec au gouvernement, finalement, ce qui s'est passé hier? Non, ce n'est pas par rapport au gouvernement. C'est vrai qu'il y a une lettre de mission du Premier ministre et Bertrand Fragonard devait répondre à cette lettre de commande. Et ça ne correspond pas à nos sensibilités, et notamment... sur l'universalité, sur la défense des cadres, pour d'autres... Vous l'avez mis en minorité quand même. L'universalité, tout à fait. Je crois que chaque fois qu'un gouvernement a voulu s'en prendre à l'universalité, il a été mis en échec, et je crois que ce gouvernement qui a cru qu'il pouvait s'en prendre non plus à l'universalité, mais tenter la modulation, qui est une nouveauté, ça n'a pas marché. Oui, mais Ben Aoud Abdelrahim, on a entendu tout à l'heure le président de la République, ce qu'il souhaite, c'est en effet qu'on module, qu'on rogne les allocations familiales des plus aisés. Il était très clair sur France 2 il y a une dizaine de jours. Que va faire le gouvernement maintenant? Il a l'avis du rapport Fragonard, il sait qu'il y a une espèce de schisme à l'intérieur du Conseil de la Famille. Il va faire ce coup de rabot, il va garder la mesure. C'est quoi? Il y a un risque pour le gouvernement? Dites-nous. Vous me posez une colle, Fabrice. Pardon, je ne sais pas. Je vois pas comment il peut s'en sortir. Franchement, les enfants ne votent pas. C'est quand même assez choquant, parce qu'on va s'en prendre aux familles nombreuses, et bon, les enfants des familles nombreuses ne votent pas. Donc c'est quand même le poids électoral des familles. Il est plus faible que celui des retraités. C'est pas que je dis qu'il faut prendre de l'argent aux retraités, mais les retraités, ils descendent plus facilement dans la rue, ils votent plus facilement que les familles. Il faudrait quand même que les familles se mobilisent pour dire non, c'est pas possible. Il y a le poids quand même de l'UNAF, l'Union nationale des associations familiales quand même, une loi de 1945 qui donne un monopole de représentation des intérêts des familles. 7000 associations, plus de 700 000 familles adhérentes. Puissant lobby quand même, Jean-Yves Delannoy quand même. Oui, tout à fait, et donc qui s'est aussi démarqué, puisqu'il partage notre attachement à l'universalité. Ce que je voudrais reprendre, c'est un point par rapport au discours du président de la République sur la fiscalisation des allocations familiales. Marisol Touraine l'avait déjà balayé d'un revers de la main, parce que ça augmenterait le nombre de familles imposables, et donc on toucherait des familles qui aujourd'hui ne payent pas l'impôt sur le revenu des personnes physiques, et qui, à travers l'imposition des allocations, paierait de l'impôt sur le revenu. Donc on peut comprendre que cette piste ait été rapidement abandonnée. Est-ce que c'est vraiment anormal de payer des impôts sur les allocations qui sont quelque part aussi un complément de revenu, non? Là, je vais pousser un petit peu le paradoxe. Rodolphe Bonas. Sur le point, en termes de perception, c'est extrêmement différent. C'est ça aussi qu'on voit dans le débat. C'est-à-dire que pour un ménage, d'avoir une apparition de fiscalité n'a pas du tout le même impact psychologique quelque part que la baisse d'une rémunération d'une rentrée. Vous voyez ce que je veux dire? Une allocation qui tombe, d'accord, ça n'a pas le même message que ce qui est envoyé en termes de fiscalité. Donc on voit en permanence que ici, même s'il y a en effet des éléments extrêmement concrets, il y a quand même une part de différence entre la perception et la réalité. Mais les allocations familiales, c'est un complément de revenu ou pas? Oui, c'est un complément de revenu. Mais il faut bien voir le drame, c'est qu'actuellement, elles sont très faibles. Pensez, par exemple, pour une famille avec 2 enfants, on leur donne 64 €
par mois par enfant. Qu'est-ce que vous faites avec 64 € par mois par enfant si vous De avez, plein de courses, monsieur. Si vous avez, non, mais si vous avez des enfants qui ont 15-16 ans, je veux dire, plein de ça courses. couvre même pas, ça couvre à peine l'abonnement téléphonique. Non, Donc, de plein de courses. Voilà. C'est très précis, ça fait 2 caddies. On se pose la question, que va faire le gouvernement quand même? Vous êtes contre justement cette, cette conditionnalité. Ah oui, mais c'est pas des caddies. Ouais, mais, je disais, vous, les deux membres du Haut Conseil de la Famille, vous êtes, s'il vous plaît, vous êtes hostile donc à cette conditionnalité, donc voilà, il faudrait maintenir le système universel. Est-ce que vous n'avez pas peur d'avoir l'opinion publique contre vous? Il y a différents sondages, on a entendu tout à l'heure Jérôme Sainte-Marie de l'Institut CSA dire que finalement, voilà, enfin bon, peu ou prou selon les sondages, 2/3 des Français approuvent l'introduction d'une condition de ressources pour le versement des allocations familiales. Et on est dans un contexte, et c'est Jérôme Sainte-Marie qui disait ça, il y a le contexte de l'affaire Cahuzac finalement, où les Français sont plutôt enclins à prendre finalement aux plus riches, aux plus aisés. Bernard Tepper. Oui, enfin, suite à l'affaire Cahuzac, s'en prendre aux allocations familiales, je crois que c'est quand même, on est Ce que Jérôme Sainte-Marie expliquait, c'est plus facile d'aller toucher donc les allocations familiales des plus aisés que de rogner, j'allais dire, sur les prestations, j'allais dire, courantes, remboursement, sécurité sociale. C'est le problème des sondages. Voilà. C'est le problème des sondages. Globalement, il y a peut-être une tendance. Voilà. Lorsque vous voulez la démocratie, elle demande d'abord de l'information et un débat raisonné avant de sonder. Et on est là, les décodeurs de l'écho. Voilà, mais c'est justement, c'est très bien. Mais si vous voulez sonder sans donner d'informations et sans débat raisonné, votre sondage n'a pas de valeur. Ben Aouda Abdelhaim. Il y a un point sur lequel nous ne sommes pas penchés, c'est la Cour des comptes dans sa mission d'évaluation sur le financement de la branche de la famille, c'était en novembre, a posé, c'est le problème du financement qui est brouillé et fragilisé. En 1978, il y avait 29,7 milliards équivalents en euros de recettes. Une seule source de revenus, les cotisations dont vous parlez tout à l'heure. Et plus les années passent, plus on voit la complexité dans la structure de ces recettes. Donc vous avez les cotisations maintenant en 2011, vous avez les compensations d'exonération par l'État, vous avez la CSG, vous avez les impôts, les taxes affectées. Donc effectivement, déjà commencer peut-être par donner une lisibilité aux recettes avant de... Ça c'est très simple. C'est très simple. Alors Bernard Tepper, un mot, puis après on continue. Il y a une évolution. L'évolution, sur pression du MEDEF, l'évolution, c'est supprimer les cotisations et fiscaliser la protection sociale. Donc effectivement, cette pression est telle que le poids des cotisations tente à diminuer et on tente de mettre de la fiscalisation. Bon. La question, justement, c'est que ce système-là pose un problème terrifiant parce que on est sur la fiscalité liée à l'annualité budgétaire. Peut-être un peu trop long d'y revenir, mais de ce point de vue-là, cette évolution que je juge néfaste, voilà, c'est une évolution qu'il y a depuis plusieurs décennies. Bon, allez, on se retrouve dans un instant. J'ai encore quelques questions à vous poser. Les décodeurs de l'écho ce soir sur BFM. Est-ce qu'il faut toucher aux allocs? À tout de suite, on conclura dans un instant.